J'ai passé ma vie entière à lutter contre l'extrême droite et je sais ce qui m'attend. Eh bien, ce qui m'attend, comme dans toutes les séquences de l'histoire révolutionnaire de notre pays, à la fin, ça se termine entre eux et nous. Et tous les autres auront disparu, cachés sous la table, à moins qu'ils ne continuent l'odieuse comédie qu'ils font aujourd'hui. Et si 15 ans plus tard, la prochaine présidentielle donnait raison à Jean-Luc Mélenchon ? Les sondages se suivent et se ressemblent. Pour 2027, le seuil d'accès au second tour sera historiquement bas. Hier, les derniers sondages IFOP plaçaient le fondateur de l'AFI à moins de 5 points du second tour. Et quand on connaît le rapport de l'AFI au sondage, c'est une excellente nouvelle pour eux. On expliquait dans un précédent Dixit pourquoi l'AFI était régulièrement sous-estimée dans les sondages. Alors si le vent commence à tourner, ça veut aussi dire que le socle primaire de Jean-Luc Mélenchon a grossi. Ou que du moins, vu que tous les autres blocs s'affaiblissent en dehors de l'extrême droite, eh bien les électeurs insoumis deviennent plus importants. Rémi Lefebvre, est-ce que pour vous aussi, vous dites que c'est une évidence Mélenchon au second tour ou on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir Alors je pense que c'est une hypothèse très très probable, c'est-à-dire parce que les adversaires sont faibles, ils ont du mal à s'organiser, et je vois bien, parce que j'essaie de plaider pour la primaire et c'est très très compliqué, c'est pas du tout gagné, c'est une hypothèse qui est encore tout à fait encore lointaine, et je suis d'accord sur le renforcement de la cohérence de Mélenchon, de la machine Mélenchon, c'est-à-dire que Mélenchon, c'est aujourd'hui 40 permanents, 2 fois plus d'argent par an, c'est des députés, ça c'est très important. Le mouvement s'est considérablement parlementarisé. Il est passé de 17 députés à 70, et là on le voit dans les municipales, il y a à peu près la moitié des députés qui sont directement impliqués dans les municipales, et même si LFI va sans doute pas gagner beaucoup de villes, ils sont en ordre de marche, ils ont, alors même qu'on n'est pas encore dans la campagne présidentielle, ils ont 110 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme, et on sait très très bien que la force des LFI, c'est la capacité à voir son mouvement grossir au moment de la présidentielle. Les sondages, ça ne fait pas une élection. Ils se trompent régulièrement, le casting choisi pour sonder peut favoriser certaines candidatures, mais on ne peut pas nier l'impact considérable sur le comportement électoral des gens. Le débat à gauche est plutôt simple, une partie de la gauche ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon, car ils ont peur d'une défaite au second tour, en se basant sur les sondages, alors que ces mêmes sondages indiquent qu'aucun autre candidat de gauche ne s'approche de la qualification. Alors pourquoi les Insoumis y croient ? Ont-ils raison d'y croire ? En novembre dernier, on en parlait sur le plateau de Toujours Debout avec Hugo Touzé, sociologue spécialiste des sondages. Là où il fallait auparavant arriver à 22-23%, Marine Le Pen se qualifie en 2022 à 23%, Jean-Luc Mélenchon est quasiment autour de 22%, donc on est sur des scores quand même assez élevés. Là, on a effectivement, dans les sondages actuels, encore une fois avec toutes les pincettes qu'on doit prendre, Marine Le Pen autour de 35% ou Jordan Bardella. Et tout le reste, le deuxième plus fort, c'est Édouard Philippe autour de 15. Donc le ticket est beaucoup plus faible. Et donc on pourrait imaginer de manière très crédible que la gauche arrive au second tour aujourd'hui. La gauche mélenchoniste au second tour, c'est un scénario probable, d'autant plus si on revient sur l'histoire récente des scrutins. En 2017, à un an du vote, les sondages plaçaient JLM à 11%, pour finir à plus de 19%. En 2022, pareil, avec un début à 11%, et Mélenchon a fini par faire le double au scrutin final. Les Insoumis sont à partie construits et structurés autour de la dynamique de campagne et de l'utilisation d'un premier bloc d'électeurs pour élargir leur potentiel électoral dans les 6 derniers mois avant la présidentielle. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des rares mouvements qui ne cible pas un électorat spécifique. La stratégie des Insoumis a toujours été d'aller chercher les abstentionnistes de scrutin en scrutin pour avoir une base stable et peu volatile. Et cette stratégie est techniquement en termes de chiffres la plus pertinente pour attirer les classes populaires. C'est ce que nous expliquaient les économistes Youssef Suidi et Thomas von der Scher qui ont publié un ouvrage sur la cartographie électorale. Qui arrive premier entre l'abstention ou n'importe quel parti politique dans les classes populaires, c'est l'abstention qui arrive largement en tête. Maintenant, si on regarde chez les plus pauvres, donc nous on a regardé, comme vous l'avez expliqué au tout début, par bureau de vote. Chaque bureau de vote, on a regardé quel était le niveau social des personnes affectées à ce bureau de vote. On a classé tous les bureaux de vote de 1 à 20, en fonction du niveau de vie. Et dans les bureaux de vote de rang 1, c'est-à-dire les 5% de vote au niveau de vie le plus faible, donc l'abstention est en tête aux dernières législatives, mais ensuite c'est le NFP qui est arrivé deuxième derrière l'abstention, puis le RN seulement.
A l'inverse, par exemple, Raphaël Glucksmann part du principe que les électeurs sondés sont les seuls à voter. Alors son objectif est influencé par ce constat. Il doit adopter une ligne centriste pour grappiller les futurs orphelins du macronisme. Et les insoumis ne sont plus les seuls à croire au second tour. L'extrême droite et les médias mainstream commencent à s'en inquiéter. On s'est rendu compte que le seuil de qualification pour le second tour était relativement bas, parce qu'on a un éclatement du bloc central aujourd'hui, un éclatement aussi de la gauche, qui de Glucksmann, Tondelier, Ruffin, Roussel va se présenter au Glucksmann. Et donc, il y a une possibilité que Mélenchon arrive à se glisser dans un trou de souris pour accéder au second tour. Et un second tour avec Mélenchon serait quand même une chose assez novatrice et même assez inédite. Et effrayante aussi. L'affiche du second tour, on ne peut pas la prédire, mais il est quasiment acquis que le candidat du RN y figurera, tant il domine les sondages. Et comme aucun successeur d'Emmanuel Macron ne semble s'imposer, doit-on imaginer un combat des extrêmes ou des extrémités de l'échiquier politique avec une qualification de Jean-Luc Mélenchon? Dans un scénario classique, Mélenchon arrive au second tour face à Bardella et le bloc de centre-gauche et de droite républicaine appelle au barrage républicain face à la menace d'extrême droite. Mais ça semble de moins en moins probable. Une entreprise de criminalisation des insoumis et de la gauche radicale est en cours depuis des années maintenant. Les campagnes médiatiques violentes visant à accuser les insoumis d'antisémitisme, d'apologie du terrorisme ou encore d'ambiguïté sur l'islam politique, c'est fait avec un but politique clair. Écarter la France insoumise de l'arc républicain et mettre dos à dos les extrêmes. Et d'ailleurs, j'adresse la même chose, y compris à Jordan Bardella. Si vraiment il veut mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple à faire. C'est retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner, où il sait pertinemment que le Rassemblement national n'a aucune chance. Qu'il le fasse maintenant, dès le premier tour. Parce qu'aux législatives de 2024, le fait de ne pas avoir retiré un certain nombre de candidats a permis l'élection de la France insoumise dans certaines circonscriptions législatives. Ce qui était donc une stratégie politique grossière au début, s'est imbibé dans toute la classe politique. Et la diabolisation de la France insoumise est devenue une nouvelle norme de respectabilité. Malgré un programme qui assume l'électoralisme et le parlementarisme, le Conseil d'État a confirmé la classification de la France insoumise en tant que parti d'extrême gauche. Les institutions sont peu à peu en train d'installer les conditions propices à un barrage anti-LFI. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ce n'est pas la FI qui est ciblée, c'est ses idées. L'exemple récent de la volonté de criminaliser l'antifascisme et de considérer l'autodéfense face au groupe néo-nazi comme un acte politique condamnable a permis de clarifier les lignes. Tandis qu'une partie de la gauche cède de plus en plus de terrain aux normes installées par l'extrême droite et ses alliés, LFI paraît radical. Mais ce n'est pas les insoumis qui se radicalisent, c'est plutôt le reste de la gauche qui se droitise. Alors pourquoi tout ça? Eh bien peut-être que la réponse est assez simple finalement. Bardella est un favori clair pour les prochaines présidentielles et Mélenchon a des chances d'être au second tour face à lui. Entre les deux, la bourgeoisie a fait son choix depuis longtemps, plutôt Hitler que le Front populaire. Car le racisme violent de l'extrême droite ne concerne pas les élites, ce n'est pas une menace existentielle pour eux. Et depuis quelques années, le RN n'a cessé de donner des gages de confiance aux grands patrons en adoptant un programme de plus en plus libéral, avec une volonté affichée et assumée de détricoter les services publics. Sur la dernière année, l'intransigeance des insoumis à ne pas se compromettre dans des gouvernements d'apparence sociale libérale, ayant pour premier but la baisse des dépenses publiques, a fini par accélérer cette alliance entre la bourgeoisie et l'extrême droite. De quoi conclure que les riches préfèrent toujours les racistes à la gauche qu'ils ne peuvent pas corrompre.